Here I am where the movie started, fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Coucou, c'est Bidib, nous sommes mercredi 6 juillet déjà et je commence aujourd'hui ce nouveau vlog lecture, comme d'habitude en retard. Bon, j'ai pas eu trop la tête à filmer lundi, mardi, donc c'est pas grave. Je voulais quand même vous prendre rapidement avant de commencer ma journée de travail aujourd'hui. Je me suis installée dans ma bureau-bibliothèque pour vous parler de la lecture que j'ai commencé lundi matin, Sauveur et Fils, saison 2. J'avais lu il y a quelques années déjà le premier tome et ça m'avait beaucoup plu, une super ambiance, etc. Et depuis, je me disais, il faut vraiment que je continue cette série. Du coup, quand j'ai reçu le tome 5, je me suis dit, il faut absolument que je reprenne la série. Et je suis sur aller directement m'acheter donc le tome 2 que j'ai commencé ce lundi. Donc on retrouve Sauveur, psychologue, psychiatre, non, psychologue, voilà. Il est psychologue clinicien qui travaille notamment avec beaucoup d'adolescents. Et son fils qui l'élève seul. Donc on les retrouve dans leur maison avec le Gabin, l'adolescent dont Sauveur s'était occupé dans le premier tome. Et bien sûr, plein d'autres personnages aussi, puisqu'on va suivre en parallèle la vie privée de Sauveur et de sa famille, et aussi les différentes thérapies que Sauveur va faire. Donc il va rencontrer dans son cabinet de nombreux patients. Là j'ai lu, je sais pas combien de pages. Alors... j'ai bien préparé cette vidéo. Non, c'est pas là. Là. Voilà, j'en suis à la page 58. Donc c'est vraiment le début du livre, mais j'étais ravie du coup de retrouver l'ambiance, les personnages et tout. Et puis j'aime beaucoup ces alternances de différentes thérapies. Donc on voit des cas vraiment très différents. Il y a une jeune femme qui vient en disant qu'elle est enceinte. Finalement, c'est qu'elle est en train de faire un baby blues. Il y a une jeune fille qui a perdu son frère et qui veut se faire appeler avec le prénom de son frère, et donc il ne sait pas si c'est parce que elle s'identifie vraiment à un garçon ou parce qu'elle tente de remplacer son frère. Enfin, il y a vraiment plein de cas différents. Il y a qui d'autre on a vu en ces premiers chapitres? Ah, je ne sais plus, je crois qu'il y a un autre patient qui m'échappe. Ah oui, une petite fille hyperactive avec un langage très familier et dont Sauveur avait déjà eu sa sœur en thérapie, donc rivalité entre les sœurs. Enfin bon, il y a plein de cas différents et je pense qu'on va en rencontrer encore d'autres. Et du coup, ça rend vraiment la lecture à la fois très intéressante et puis aussi on s'ennuie pas puisque on rencontre vraiment énormément de personnages avec des problématiques différentes. Donc très bonne lecture. Là pour l'instant je suis vraiment au tout début, mais je suis ravie d'avoir repris cette série et donc je tenais à vous en parler rapidement. J'ai aussi continué ma lecture de Summit, le polar groenlandais. Bon, je suis quoi au premier tiers, ouais, voilà, j'ai lu 32% je crois du livre. Alors c'est rigolo, je viens de me rendre compte qu'en fait, comme j'ai une version non corrigée, chaque chapitre commençait avec une sorte de date, d'heure, de lieu, etc. Et en fait, j'avais pas capté. Je prends que dans la version finale, c'est des photos qui commencent chaque chapitre. Et j'avais pas compris. Alors je me dis, la version finale doit être vraiment sympa avec les photos du Groenland, parce que j'ai un peu du mal, moi, à m'imaginer le paysage. Mais la lecture, en tout cas, est sympa. Pour l'instant, voilà, c'est une lecture sympa, mais pas vraiment addictive, quoi. J'ai un peu de mal à me rentrer dans l'ambiance, mais bon, voilà. Bon, j'ai rien à vous montrer, là, vous voyez mes étagères, c'est pas très passionnant, donc je vous laisse là et je vous reprendrai plus tard dans la semaine pour faire des petits updates. Nous sommes déjà vendredi matin et je m'étais installée dans ma chambre pour bouquiner un petit peu, profiter, je suis en week-end et il fait super beau, je suis trop bien dans ma chambre, j'avais pas envie de descendre, du coup je me suis dit j'allais filmer directement sur mon lit, donc d'où le décor pas terrible, mais
c'est pas grave, on est là pour parler de livres, il faut pas que je bouge trop. Du coup, je voulais vous parler un peu des lectures que j'ai faites cette semaine. Donc j'ai avancé dans Nel mare ci sono i coccodrilli, je suis maintenant page 106. Donc ça y est, Enaya a quitté l'Iran pour la Turquie. Il est arrivé en Turquie. En Turquie, la situation est très difficile. Contrairement à ce qu'il croyait, c'est beaucoup plus difficile qu'en Iran. Il n'arrive pas à trouver du travail. Il décide donc de quitter la Turquie pour partir en Grèce. Et là, le voyage s'annonce encore très compliqué parce que le trafiquant d'hommes les amène à lui et des enfants encore plus jeunes que lui. Lui, à ce moment-là du voyage, il doit avoir quelque chose comme 14 ans. Et il est avec d'autres enfants afghans plus jeunes que lui. Ils sont 4 ou 5, je sais plus. Et le trafiquant leur donne un pneumatique et leur dit « La Grèce, c'est par là-bas ». Voilà. Donc là où j'en suis, ils sont arrivés sur la plage avec leur pneumatique, après s'être fait courser par des chiens sauvages dans la forêt. Et ils doivent partir comme ça pour la Grèce. Donc je sais pas comment ça va se passer ensuite, mais à mon avis, il va y avoir encore des tournements terribles dans cette histoire. En tout cas, il fait preuve d'un courage. Je me dis comment c'est possible d'arriver à vivre tout ça et à surmonter tout ça surtout. Donc voilà, comme je disais, c'est quand même une histoire vraie, donc je la lis à petite dose parce que c'est difficile quoi de lire ce genre d'histoire, c'est difficile, mais en même temps c'est nécessaire parce que c'est vrai que on a beau savoir et tout que c'est difficile, on se rend pas compte à quel point c'est difficile pour eux. Et de le lire, de le voir par tout ce qu'il passe, ben c'est vrai qu'après c'est pas pareil, on voit pas de la même façon les choses. Du coup, je trouve que voilà, c'est des lectures nécessaires, mais par contre, ça me remue, donc je le lis par petite dose. En tout cas, une très bonne lecture qui existe aussi en français, donc dans je sais plus la version française, le titre exact, mais bon, en gros, c'est Dans la mer, il y a des crocodiles. J'arrive pas à dire ce mot. Du coup, si vous voulez le lire en français, il est disponible et je vous le conseille vraiment. Donc l'histoire d'un jeune Afghan qui quitte son pays à 10 ans et qui va traverser du coup toute l'Asie pour arriver en Italie. Voilà son parcours. Donc moi j'en suis là pour l'instant. Donc voilà, et j'ai sinon commencé, je sais plus si j'en ai parlé. Si, je crois. J'ai commencé lundi Sauveur et Fils saison 2, donc difficile de vous raconter un peu l'histoire puisque c'est la saison 2 et qu'il se passe des choses. Enfin, si je vous raconte un peu ce qu'ils vivent là, je vais spoiler la saison 1. Mais en gros, c'est voilà l'histoire de Sauveur Saint-Yves qui est un psychologue d'origine de la Martinique qui élève seul son fils. Et donc, dans leur vie privée, il y a eu donc des grands changements avec le premier épisode, on va dire. Et du coup, là, ils doivent s'habituer aussi à une nouvelle vie. Et Sauveur retrouve aussi ses anciens patients, mais on découvre aussi des nouveaux. Donc là, il y a une patiente complètement mythomane qui me fait beaucoup rire à chaque fois. Elle lui raconte des trucs, mais c'est toujours des mensonges. Donc il doit essayer de décoder à travers tous les mensonges ce qui est vrai. Et voilà, c'est vraiment un plaisir. J'ai avancé un petit peu. Là, j'en suis où? J'en suis à la page 124. Donc voilà, ça se lit tranquillement. Je prends beaucoup de plaisir, j'avance bien, donc enfin à mon rythme à moi. Hein. Pour les autres c'est lent, mais moi j'ai l'impression de bien avancer. En tout cas, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup Sauveur, j'aime bien sa dynamique de travail, sa dynamique familiale. C'est vraiment un plaisir à lire. En tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous conseille cette série, elle est vraiment très très chouette. Sinon, côté bulle, j'ai lu, emprunté à la bibliothèque, Fang, chasseuse de démons, et je l'ai trouvé super chouette. Alors, il était en expo, vous voyez, coup de cœur de la bibliothèque, et le dessin, je me suis dit, oh, c'est trop bien. Ça...
en plus un renard. Donc j'ai eu envie de voir et j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Alors d'ailleurs c'était pas au rayon enfant, c'était au rayon adulte. C'est un dessin un petit peu comme ça, faussement enfantin, parce qu'il y a des animaux qui se comportent comme des êtres humains. D'ailleurs les êtres humains et les animaux, vous pouvez voir, ils vivent ensemble sous forme anthropomorphique, c'est ça qu'on dit. Mais c'est pas vraiment pour les enfants, hein. C'est assez hard. Donc dans ce monde où les animaux et les hommes vivent ensemble, il y a des démons qui, ici par exemple on le voit, ils gâtent la terre, donc ce village n'arrive plus à avoir de récolte et du coup s'en prennent à un homme qui a le visage défiguré en disant que c'est lui le démon, etc. Et au fait il y a des chasseurs de démons qui voyagent à travers le pays et qui se font payer du coup pour chasser les démons. Et notre petite renarde est une chasseuse de démons. Donc on voit ici sauver la vie de ce pauvre homme accusé à tort. Et ensuite elle va vivre tout un tas d'autres aventures. Donc il y a cette première histoire où elle sauve cet homme et démasque le vrai démon. Et puis ensuite elle part de ce village et elle arrive dans un village qu'on voit ici sur la couverture avec des ours qui sont des soldats. Je vous montre juste rapidement quelques images pour pas vous spoiler, mais donc elle va avoir affaire à un autre démon et sur la fin de l'histoire elle va pas répartir toute seule, donc je pense qu'après il va y avoir une espèce de bande qui va se créer autour d'elle et qu'ils vont vivre plusieurs aventures, chasser des démons ensemble. Enfin, ça c'est ce que moi j'en déduis, ça ressemble un peu à ce genre de récit où il y a une bande qui se crée autour d'une espèce de quête commune, comme on peut en voir souvent dans la fantasy. Mais même si le chemin n'est pas spécialement original en soi, j'ai trouvé ça, déjà les dessins, j'ai trouvé ça très beau, et puis même l'histoire, je l'ai trouvée intrigante, on est vraiment pris dedans, on a envie de savoir qui elle est vraiment, parce qu'il y a un mystère autour d'elle, qui elle est vraiment, pourquoi elle fait ça, et puis les relations qui vont se lier avec les gens qu'elle va rencontrer, je pense qu'elles vont être amusantes aussi. Et donc c'est vraiment très très chouette, j'ai hâte de découvrir la suite. Et ensuite j'ai commencé Liselotte et la forêt des sorcières hier, donc c'est par l'auteur de Fruit Basket, mais j'étais très très fatiguée et j'avoue que je me suis endormie très rapidement, donc je vais reprendre ce matin et le finir, parce que j'ai pas beaucoup avancé, je dois lire les premiers 2 chapitres peut-être 3, mais voilà, après j'y arrivais plus, j'avais les yeux qui se fermaient tout seuls, donc je vais finir ça ce soir. Oh, j'ai bougé. Et puis je vais peut-être commencer les pérégrinations vers l'Occident qu'on avait donc demandé à la dernière masse critique de Babelio, et que c'était un sujet qui intéressait Mimiko, donc elle l'a pris en premier, elle en a lu une petite moitié, on va dire, un tiers peut-être, un peu plus d'un tiers. Et là, elle dit, bon, c'est très intéressant, mais c'est quand même très très dense, donc elle en avait marre, je lui dis, bah, t'inquiète pas, je prends le relais, et voilà, on se passe le relais comme ça a l'air assez dense, donc voilà, je vais prendre la suite, enfin, je vais le lire moi aussi, puis je le repasserai pour qu'elle lise à la fin, et puis voilà, on va se le lire comme ça à deux, donc on va prendre un peu plus de 30 jours, mais c'est pas grave, voilà, l'important c'est qu'on y prenne plaisir. Voilà pour le petit update d'aujourd'hui. Donc là, je vais rester ici. Je me suis fait un petit café. Je vais lire mon manga. Et puis, j'essaierai d'être un peu plus productive tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve dans ma cuisine. Finalement, j'adore faire ça, discuter de livres en préparant une recette. Donc aujourd'hui, je vais faire des frittelles di castagne. Une recette, du coup... qui me vient de ma mère, qu'elle nous faisait quand on était petit pour le petit déjeuner du week-end, le jour de fête. Du coup, ce sont comme des pancakes à base de farine de châtaigne, hyper simple à préparer puisqu'il n'y a besoin que de 3 ingrédients. Ah, j'ai oublié le sel. Farine de châtaigne, eau chaude de préférence et une pincée de sel, c'est tout. Donc pendant que moi je prépare donc mes frittelles, juste je vous donne les doses si vous avez envie d'essayer. C'est du coup 250
200 g de farine et 250 d'eau. Après l'eau, je verrai en fonction s'il faut que je mette tout ou pas. Il faut une pâte un peu comme une pâte à crêpes. Et puis une pincée de sel. Et il n'y a pas besoin de sucre parce que la farine de châtaigne est déjà naturellement sucrée. Et puis éventuellement, on peut mettre un petit peu de miel dessus si on trouve que c'est pas assez sucré sans rien. Ou du sucre. Enfin, on les fait frire. Et après, on met du sucre par-dessus. Et c'est super bon. Donc, pendant que je prépare ma petite recette, je vais vous parler donc de Liselotte et la forêt des sorcières que j'ai lu ce matin et que je vous ai présenté vite fait tout à l'heure. Du coup, c'est un manga de l'autrice. Ah, j'en mets partout. Pas évident de parler en même temps qu'on fait autre chose quand même. Du coup, c'est un manga de l'autrice de Fruit Basket. Moi, j'avais découvert Fruit Basket par l'animé il y a déjà longtemps, une dizaine d'années, voire un peu plus. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas tarder ma balance. Super. C'est pas grave. Je recommence. Du coup, je disais que j'avais découvert Fruit Basket il y a des années et que depuis, avec l'animé, qu'ensuite j'avais lu le manga, mais... Oh, mais c'est pas vrai, elle est toujours pas tarée ma balance. Je crois qu'elle a un petit problème. Il lui manque un pied, au fait, ça ne marche pas très bien. Alors, je veux que ça fasse 0. Non, toujours pas. Yes. Donc, Fruit Basket, j'ai ensuite lu le manga, mais j'avoue que j'ai pas fini. C'est une série assez longue qui fait 20 et quelques tomes, donc j'en ai lu la moitié à peu près. Je les ai chez moi, donc régulièrement je me dis je vais recommencer, mais du coup comme ça fait longtemps que je n'ai pas lu, je recommence avec les premiers. Donc les premiers tomes, je les ai lus 3-4 fois et j'ai jamais terminé la série. En tout cas, j'aimais beaucoup cette série, donc quand je suis tombée hier à la bibliothèque sur cette série du même auteur, je me suis dit que c'était l'occasion de tester une autre de ces séries. Et j'ai emprunté donc le premier tome de Liselotte et la forêt des sorcières qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais il me semble que j'en ai entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça. Alors quand est-ce qu'il a été publié en France? Ah oui, bah si, ça date quand même, ça date de 2014, donc j'ai un peu de retard. Et la version originale date de 2012. Donc voilà, j'étais curieuse tout simplement, puis il y avait des sorcières, je me suis dit, alors des séries avec les sorcières, moi, ça m'intéresse toujours. Alors du coup ce premier tome, bof, ça m'a pas complètement convaincue. Disons le début, je l'ai trouvé très médiocre, pour dire vrai, parce que je trouve que les personnages sont vraiment très très caricaturaux. Donc on a cette Liselotte qui vient de s'installer avec 2 domestiques dans une maison paumée au milieu de nulle part à la campagne. Donc on comprend que c'est une femme issue d'une bonne famille, on ne sait pas trop quelle est son histoire au début, mais en tout cas on comprend que c'est une femme riche au fait qui se retrouve dans cette maison toute seule avec ses domestiques. Et donc on a ses domestiques, c'est des enfants, elle doit être une adolescente ou une jeune adulte, et ses domestiques ce sont 2 enfants qui doivent avoir à peu près 10-11 ans. Et donc il supporte, le petit majordome ne supporte pas qu'elle fasse des travaux manuels, etc. Alors qu'elle veut faire du jardinage, etc. Et donc je trouvais ça, c'est un peu mignon cette relation entre eux, mais je trouvais ça un peu caricatural parce que bon, à chaque fois qu'elle fait quelque chose de ses 2 mains, elle se met en colère. Il faudrait qu'elle fasse quoi? Elle n'a rien à faire dans la campagne. Elle s'emmerde toute la journée parce que c'est une dame de bonne famille. C'est bon. Je trouvais ça un petit peu trop caricatural, puis finalement le fantastique s'invite dans leur vie et ça devient un petit peu plus rigolo. Donc ils vivent à la lisière d'une forêt où il y aurait, selon la légende, des sorcières, et donc Liselotte va effectivement en rencontrer une, et tandis que la sorcière est en train de l'ensorceler plus ou moins, un jeune mystérieux homme apparaît et la sauve. Et il décide, plus ou moins sans demander la permission des habitants de la maison, de s'installer avec eux. Et s'installe avec eux également un petit familier, un petit homme loup,
un enfant loup, je ne sais pas trop quel animal, un chat, je sais pas trop à quel animal il s'apparente. En tout cas, c'est le familier d'une sorcière qui prétend jeter sur eux une malédiction, mais qui finalement ne fait que leur jouer des petits tours pas vraiment très méchants. Et là, je suis en train de me dire que j'aurais dû tamiser ma farine parce que finalement, elle fait quand même beaucoup de grumeaux et j'avais un peu la flemme. C'était quand même une bonne idée. Et donc voilà, on a cette maison avec les 2 enfants domestiques, la jeune femme issue d'une bonne famille et cet homme chasseur de sorcières qu'on ne sait pas trop pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait, etc. Cet homme ressemble apparemment beaucoup à quelqu'un que Liselotte a connu. Et ce petit démon qui s'installe dans la maison. Et donc c'est mignon. Mais je trouvais que c'était pas très... alors on nous annonce effectivement des mystères, par exemple sur les origines de Liselotte, qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi elle est là, etc. Donc on nous donne comme ça des bribes, genre de son passé, auquel elle repense, mais c'est très flou, on voit pas les têtes, on comprend pas vraiment. Je trouve que c'est pas hyper bien géré, quoi. Soit on nous en dit trop, soit on nous dit pas assez. Je trouve que ces espèces de flash du passé sont pas très bien gérés. Néanmoins, la fin, j'avoue que bon, dans les derniers chapitres, j'étais quand même intriguée et ça m'a donné envie de savoir la suite, un peu pour mieux savoir qui elle est, pourquoi elle est là et quelle est toute l'intrigue derrière et est-ce qu'elle est si naïve et elle a l'air un peu idiote, un peu naïve, un peu tête en l'air, etc. Est-ce que elle est vraiment comme ça ou est-ce qu'elle joue un rôle pour cacher ses véritables sentiments Bon, j'imagine qu'il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, voilà, la fin, ça donne quand même envie d'en savoir un petit peu plus sur les personnages, parce qu'ils sont intrigants. Mais je trouve que ce premier tome, il n'arrive pas vraiment à se décider entre l'humour, le tragique, c'est assez mal dosé. Néanmoins, c'était une lecture quand même plaisante, j'ai passé un bon moment, et si je tombe sur la suite, je la lirai probablement avec plaisir. Mais pas au point de l'acheter, je pense que je vais continuer à l'emprunter à la bibliothèque, c'est très bien que je l'ai trouvé à la bibliothèque parce que j'aurais été déçue si je l'avais acheté. C'est pas... voilà, je trouvais que c'est pas assez poussé, donc je... un petit peu déçue parce que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux parce que j'aime beaucoup Fruit Basket. Mais en même temps, ça reste un manga plaisant. Donc ma pâte là, je pense qu'elle est pas mal parce qu'elle a vraiment une consistance relativement liquide. Donc je vais aller frire ça et puis on va manger... ça pour le petit déjeuner. J'espère que le bruit de la fourchette n'a pas couvert mes paroles. Coucou, nous sommes samedi matin et il y a un petit vent frais. Du coup, j'en profite pour m'installer au jardin pour bouquiner un petit peu. J'espère qu'on entend quand même avec le vent. Je savais pas quoi lire, du coup j'ai pris une grosse pile, je vais bien sûr pas lire tout ça, mais je vais déjà finir le Tigre des Neiges que j'ai commencé hier. On a été faire un petit livre, n'importe quoi, un petit tour à la librairie avec Mimiko et moi j'ai acheté le premier tome de le Tigre des Neiges de Akiko Higashimura. Un manga qui me tentait depuis très longtemps, donc voilà, je me suis laissée tenter et j'ai lu la moitié hier, donc là je vais finir ce tome. Donc ça raconte l'histoire de Kenshin Uesugi, célèbre guerrier de l'ère, je ne sais plus, Sengoku, donc au XVIe siècle, qui a vraiment existé et sur qui il existe du coup un débat, à savoir est-ce que c'était une femme ou un homme. Donc les historiens sont toujours pas d'accord sur les faits, si j'ai bien suivi. En tout cas, l'auteur part du principe qu'en fait c'était une femme. Et donc dans ce premier tome, c'est sa naissance et puis son enfance où il est élevé, elle est élevée comme un homme par son père qui lui apprend les arts de la guerre. Donc voilà, je vous en ferai un point tout à l'heure quand j'aurai fini en vous montrant quelques images. Ça y est, je viens de finir ce premier tome, alors je l'ai trouvé très très chouette. L'autrice, c'est pas du tout une experte en histoire, mais elle s'est quand même documentée. Donc il y a plein de faits historiques détaillés sur les dates, les noms, etc.
Donc c'est quand même intéressant. Après c'est vrai que on sent que c'est pas une experte des mangas historiques par rapport à des petits détails. Par exemple, j'ai trouvé étrange que quand l'héroïne se trouve dans le temple, elle garde sa tenue civile, on va dire. Alors que normalement, si tu es élevé dans un temple, normalement ils devraient être tous rasés, puisqu'elle est élevée comme un homme. Elle ne devrait pas garder sa tenue de fille. Enfin, j'en sais rien en même temps. Je ne suis pas experte non plus. Mais moi, ça m'a fait bizarre de la voir comme ça. Alors qu'elle est dans un temple, au lieu d'avoir la même tenue que les moines et les mêmes coiffures, alors qu'elle est là-bas en apprentissage, donc au même titre que tous les autres moines qui sont là en apprentissage aussi. Mais par contre, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on découvre justement toutes les phases de sa vie et puis aussi comment la géopolitique de l'époque. Alors c'est hyper compliqué parce que tous les personnages de cette époque-là, les personnages importants du moins, ils changent plusieurs fois de nom dans leur vie. Du coup, c'est pas toujours hyper simple, ne serait-ce que le personnage principal a 4 ou 5 noms selon son âge et la période de sa vie. Donc c'est pas toujours évident de s'y retrouver, mais l'auteur explique avec beaucoup d'humour. Et justement, comme c'est pas une experte d'histoire, et ça j'ai trouvé ça vraiment très drôle, quand il y a des phases comme ça, d'explications, elle divise sa page en deux. En bas, c'est genre elle papotage en mode on prend le thé et je vous dis vite fait de quoi il en retourne si vous aimez pas l'histoire, pour qu'on sache de quoi on parle. Et en haut, elle donne toutes les informations sur le fait qu'à cette époque-là, il y avait des femmes qui tenaient des châteaux, sur différents faits historiques. Et je trouve ce procédé très rigolo, quoi. Ça donne les informations très techniques, mais elle dédramatise vachement en disant que, voilà, en gros, si on n'est pas un expert d'histoire, c'est pas grave, on peut quand même lire ce manga et juste retenir les idées principales sur lesquelles elle part et s'amuser à découvrir l'histoire du personnage. Et si on aime l'histoire, on peut avoir toutes les infos techniques et avoir quand même une histoire qui est bien documentée avec une chronologie qui est respectée, les noms qui sont respectés, etc. Quant au personnage, là on est vraiment dans son enfance, donc elle la voit naître au début. Là, à 7 ans, elle part dans le temple. Et à la fin de ce premier tome, elle ne doit pas être beaucoup plus vieille. Je ne sais pas si elle a toujours 7 ans ou 8 ans, mais enfin voilà, c'est encore un enfant, elle est encore au temple. Et donc on la découvre vraiment comme un enfant turbulent. Elle est très rigolote parce que justement elle est très rebelle, elle est très turbulente, très garçon manqué. Après j'ai trouvé un peu étrange, ce qui m'a un peu perturbée, c'est la réaction de la mère, puisque au début on nous la présente comme une femme assez courageuse, forte, elle est enceinte, elle va faire les prières en haut de la montagne tous les jours. Voilà, elle paraît comme quelqu'un de très résistant, de très aussi zen, on va dire. Et puis une fois que le bébé naît, le père décide que il veut pas d'avoir une fille, il veut un fils, donc il décide qu'il va élever cet enfant comme un homme et lui apprendre l'art de la guerre. Et là, à partir de là, la mère elle fait que chialer tout le temps parce que sa fille elle se comporte comme un garçon, parce que sa fille joue dans la boue, parce que sa fille elle se comporte pas comme une fille. Oui, elle a été élevée depuis son premier jour comme un garçon, donc ça fait 7 ans, il serait temps d'y faire. Enfin, je trouvais sa réaction complètement étrange par rapport au postulat de départ où on nous dit dès sa naissance qu'elle sera élevée comme un garçon, donc évidemment qu'elle ne va pas se comporter comme une fille puisqu'elle n'est pas élevée pour se comporter comme une fille. Du coup, j'ai trouvé la mère un peu pleurnicharde, ça, elle m'a agacée, elle passe son temps à pleurnicher sur le comportement de sa fille, alors qu'elle a un comportement conforme à ce que son père lui demande en fait. Donc la mère, je sais pas, je l'ai pas kiffée, on va dire, entre le début de l'histoire où je la trouvais intéressante et après elle devient un peu passe son temps à se plaindre. Donc j'ai pas trop bien compris l'évolution de ce personnage. Le frère en revanche, lui il me fait beaucoup rire parce que lui par contre il déteste la guerre, c'est l'aîné, c'est lui l'héritier, mais finalement il est très content que Tora puisse prendre Tora, donc c'est le personnage principal qui va après s'appeler Kenshin.
Donc c'est la petite fille. Et lui, finalement, il est ravi que quelqu'un d'autre prenne sa place parce qu'il n'a pas du tout envie de prendre les rênes du château. Mais là, il est quand même l'aîné. Sa petite sœur, elle n'a que 7 ans, donc il est bien obligé de prendre sa place, enfin la place de son père quand son père se retire du commandement. Mais il me fait beaucoup rire ce général qui aime la musique et qui aime la poésie et qui aime vraiment pas la guerre. Du coup, ça fait vraiment le contraste avec sa sœur qui, elle, aime au contraire le combat et tout ce qui est viril. Donc, ils sont rigolos tous les deux, leur dynamique, elle est assez rigolote. Donc voilà, un manga historique qui est tourné, j'allais dire, c'est pas tourné, c'est écrit, mais avec légèreté. Donc ce n'est pas dans, par exemple, quelque chose comme Plus forte que le sabre, où on est vraiment dans du gekiga historique très sévère, on va dire. Là, on tourne quand même l'histoire sous le ton de l'humour. La petite fille, elle fait plein de gaffes. Il y a beaucoup de scènes comme ça, un petit peu rigolotes avec les moines et la façon dont ça se passe les choses. Donc c'est historique, mais en même temps, c'est vraiment très romancé, très tranche de vie. On la découvre dans ses relations avec ses parents, ses relations avec ses frères et sœurs. Et c'est assez rigolo. J'ai passé un très bon moment en tout cas. Et puis le dessin est très 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 agréable. J'aime beaucoup le trait de l'autrice. Alors je la connaissais, mais je ne suis pas sûre. Je pense que j'ai juste vu passer ces mangas et je ne suis pas sûre d'en avoir déjà lu, mais il faudrait que je vérifie parce que je ne retiens jamais les noms. En tout cas, son trait m'était pas inconnu, mais je ne suis pas sûre d'avoir déjà lu une de ces séries. Du coup, voilà, je découvre et j'aime beaucoup son trait très fin comme ça. La mise en page est très classique, mais ça marche très bien, donc c'est un manga très agréable. Et j'ai hâte de découvrir la suite du coup et d'en apprendre plus sur ce personnage. Coucou, me revoici, nous sommes dimanche matin, il est très tôt, tout le monde dort, donc je me suis posée au salon. Je suis contente de ma semaine de lecture, j'ai bien avancé et surtout j'ai relu des mangas, ça faisait très longtemps que j'en avais pas lu, donc là je suis super contente, en plus j'ai beaucoup aimé celui-ci. Donc là, comme il est très tôt, il faudrait que j'écrive aujourd'hui, mais j'ai vraiment la flemme. Donc je me suis dit, il est tôt, je m'accorde une petite demi-heure de lecture avant de me mettre au travail. Donc je pense que je vais commencer les pérégrinations vers l'Occident, que je devais commencer hier et que je n'ai pas encore ouvert. Donc voilà, je vais me lire une petite demi-heure de ça, et puis je vais me mettre à l'écriture, mais je voulais clôturer ici le vlog pour pouvoir faire mon montage et le mettre sur le blog. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de vlog le dimanche prochain sur YouTube parce que je pars quelques jours en vacances à Bruxelles. Donc je pourrai pas poster, j'aurai pas le temps, mais j'essaierai de faire quand même des petites séquences. Donc on se retrouve dans 15 jours, si le cœur vous en dit, avec quelques images de mes vacances.